Bonjour à tous et merci d'être très nombreux pour cette webconférence qui a pour thème « Quelles solutions pour une douane simplifiée en vue de la refonte des systèmes proposés par le CDU ». Alors, on va parler plus précisément au cours de cette heure qui vient d'une offre de télédéclaration qui intègre les aspects de conformité à l'intérieur donc de cette offre de télédéclaration. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Yannick Théard. Vous êtes le directeur de Sogena Transit. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Yannick. Thomas Sanchez, vous êtes chef de produit douane chez Soget. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Loïc Poiseau, vous êtes le président de Custom Bridge, également cofondateur de cette société. Sylvie Mitzarek, vous êtes experte en réglementation douanière, également chez Custom Bridge. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, je vais vous demander de bien vouloir peut-être vous présenter votre entreprise en quelques mots, Oui. pour qu'on sache bien qui vous êtes, et puis on entrera plus précisément aussi dans le débat. Alors, Très bien. commençons par Yannick. Bien, écoutez, je suis Yannick Théard, je suis le responsable douane pour Sofrilog et Sogena. Sofrilog, c'est un prestataire de stockage sous température dirigée, environ 45 entrepôts frigos répartis sur tout le territoire national. Et Sogena, c'est un groupe de sociétés de services aux navires, des sociétés de manutention portuaire, de commissions de transport et de représentation en douane. Et parallèlement, j'assure aussi la direction de Sogena Transit. Alors, Sogena Transit, c'est un RDE, un représentant en douane enregistré, une société qui représente des opérateurs, importateurs, exportateurs, pour réaliser les opérations de dédouanement auprès de l'administration douanière. Et Sogena Transit est spécialisé dans la prise en charge des flux sur le transmanche, donc les relations avec le Royaume-Uni. Très bien, merci. Thomas. Oui, bonjour. Donc, je suis Thomas Sanchez de la Soget. La Soget, c'est l'éditeur des logiciels AP+, et S1, qui sont des PCS, qui sont implémentés en France et à l'international. Mais la Soget est aussi éditeur d'un certain nombre d'autres solutions, en particulier des solutions douane. Et moi, à titre personnel, donc je m'occupe du produit douane historique et du nouveau projet qui est Okie Duty. Très bien. Merci. Loïc. Merci. Donc je suis Loïc Poiseau, président et cofondateur de la société Custom Bridge. Donc Custom Bridge, c'est une société qui, il y a 2 ans, j'ai commencé à travailler sur le concept de cette société il y a 3 ans. Et il y a 3 ans, je ne connaissais rien du tout à la douane. Donc je suis vraiment un nouveau dans ce domaine-là. J'ai eu la chance d'être accompagné par 2 personnes principalement qui m'ont aidé à mieux comprendre la douane, notamment Jean Sliwa et notre fameuse Sylvie juste à ma gauche. Donc nous, en fait, on a décidé de créer Custom Bridge sur la base d'un besoin métier qui était plutôt issu des chargeurs, notamment Olivier Martineau chez ADO qui nous a confirmé que la maîtrise du sujet douanier était vraiment complexe et que ça pouvait entraîner des pertes d'optimisation et aussi des fois des amendes. Il faut savoir que le montant qui est collecté chaque année en France par les douanes françaises, c'est un petit peu moins d'1,5 milliard d'euros. Donc c'est quelque chose qui est très impactant. Et récemment, en Thaïlande, un gros constructeur nippon a écopé d'une amende de 272 millions de dollars. Donc c'est vraiment des gros sujets. Et donc nous, on a créé Custom Bridge en se basant sur les nouvelles technologies, en essayant d'apporter une réponse à ces problématiques de complexité réglementaire. Très bien, merci. Sylvie. Merci. Donc Sylvie Milzarek, donc je suis responsable du suivi de la réglementation douanière donc pour le groupe, pour Custom Bridge. Comme le disait Loïc, donc des formations à l'appui, des formations liées à toutes ces réglementations qui sont pas faciles et qui évoluent constamment. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Thomas, effectivement, la Soget est très connue dans le milieu maritime, notamment sur la partie APS+, et puis tout ce qui est lié au CCS et à la communauté portuaire. Mais c'est vrai que vous avez aussi une offre de télédéclaration, donc voilà, qui est une activité historique, j'allais dire, chez vous. Ça consiste en quoi exactement, cette offre de télédéclaration? Alors aujourd'hui, la Soget est connectée depuis... la Soget existe depuis 40 ans. Oui. Et communique avec les douanes et permet de faire tout type de télédéclaration. Oui. Que ce soit du delta G, X, du delta T, des déclarations gamma, des déclarations ICS. Toutes les téléprocédures existent au sein du produit Soget Douane. Oui. Et l'idée
qui nous a poussé pour créer un nouvel outil qui est OkiDuty. C'est le bond technologique que la douane apporte dans son application du CDU. La douane passe sur des technologies d'API, donc on a voulu nous aussi de notre côté proposer des API. La douane fait un changement complet de ses téléprocédures avec le nouveau Delta IE. Ouais. Et notre idée, c'était de créer un nouveau produit qui soit pensé pour les nouvelles téléprocédures. Donc le nouveau Gamma qui arrive à la mi-février, le Delta IE, le ICS2. Et ce produit, il est pensé pour les nouvelles téléprocédures, il est avec les nouvelles technologies. Et l'idée, c'était d'allier les deux pour simplifier tout le travail du déclarant. C'est vrai que c'est comme ça, avec toutes ces acronymes, ça paraît un peu compliqué quand on baigne pas là-dedans, c'est pas simple. Hein. Effectivement, j'espère ne pas perdre beaucoup d'auditeurs. Après, je pense que dans son ensemble, les gens du au quotidien sont... L'idée de cette simplification, c'est de faire en sorte que tous les outils, il y en a beaucoup, hein, puissent communiquer entre eux. Hein, c'est un petit peu ça. Oui, c'est toujours ça l'enjeu. En réalité, notre objectif, c'est qu'une donnée ne soit saisie qu'une seule fois dans un système, parce qu'à chaque fois qu'on ressaisit, on a des risques d'erreur. Et notre objectif, c'est aussi de minimiser l'erreur par le conseil. L'outil, il a été pensé pour minimiser les erreurs, minimiser les risques, en essayant de proposer des solutions, en mettant en lumière les différents risques que ça pourrait comporter. Et effectivement, je parlais des API. L'idée, c'est de connecter tous les systèmes entre eux. Si une donnée est saisie dans le système interne du déclarant ou d'un de ses chargeurs, notre idée, en connectant tous les systèmes ensemble, c'est de permettre de la remonter directement dans la déclaration. Et on a aussi un objectif d'automatisation. Je pense en particulier avec les PCS, AP+, S1 de Sogeit. Oui. On a mis en place des automatisations pour rapatrier des données issues des PCS dans la déclaration et pour déclencher des validations automatiques de la déclaration dès que la marchandise est déchargée à l'import. Vos clients, en fait, c'est tous les déclarants douane, c'est-à-dire c'est tous les gens qui font de l'import-export, que ce soit de l'industrie, du commerce, des prestataires. C'est tout importateur. C'est vrai que plus des déclarants pour la partie Delta I, mais ça peut être des gestionnaires d'entrepôts pour du Gamma, des pétroliers pour du Gamma également, des transporteurs pour du CS. Tous ceux qui sont connectés de près ou de loin à la douane et qui doivent faire des démarches auprès de la douane ou des démarches auprès de certaines entreprises qui travaillent en douane peuvent être clients de la solution OkiDuty. Voilà. Et donc, dans le cadre de la refonte de vos outils, là, vous avez rencontré une société, Custom Bridge, avec qui vous avez discuté et qui vous a alerté. Enfin, j'imagine que c'est un sujet sur lequel vous aviez déjà travaillé, mais qui vous a proposé une solution finalement pour intégrer dans l'outil des paramètres liés à tout ce qu'on appelle compliance, c'est-à-dire la réglementation à la fois nationale, internationale, enfin toute la partie réglementaire qui ne faisait pas partie de votre offre jusqu'à présent. C'est ça. On avait historiquement un outil qui s'appelait Sogeit Douane qui permettait de faire de la déclaration douane et j'ai envie de dire qu'il ne faisait que la déclaration en douane. Notre idée, c'est l'idée de s'allier avec Loïc de Customs Bridge. C'était de pouvoir mettre en place plus qu'un simple outil qui fasse de la déclaration en douane, mais quasiment un Customs Management System, c'est-à-dire un outil qui englobe l'ensemble des devoirs et des obligations que doit faire un déclarant. C'est vrai qu'on l'a pensé à la base pour les nouvelles téléprocédures. C'est notre outil, il était pour Delta IE. C'était notre objectif. Maintenant qu'il y a eu un report de Delta IE, il y a un certain nombre de choses qui se sont un peu décalées sur le temps. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a rendu rétro-compatible avec Delta G. Donc aujourd'hui, nos utilisateurs peuvent utiliser OkiDuty pour déjà faire leur déclaration de Delta G dans OkiDuty
et ce qui permettra une transition plus simple vers Delta IE, puisqu'ils seront déjà dans le nouvel outil. D'accord. On les migre dès aujourd'hui vers Okiduty, même si le Delta IE n'est pas encore sorti et est prévu aux dernières estimations vers le 3e trimestre 2023. Ouais. Alors Custom Bridge, Loïc, c'est une société technologique à la base. Comment cette idée justement d'évoluer vers les réglementations douanières vous est venue? Alors, déjà, moi, je vais plutôt parler des raisons qui nous ont poussé à créer Custom Bridge. Et après, je pense qu'on pourrait aussi demander à Yannick d'expliquer quels sont les challenges que les RDE rencontrent aujourd'hui et qui ont aussi été, je dirais, générateurs de l'alliance entre Sogeit et Custom Bridge. Mais pour ce qui est de Custom Bridge, c'est vrai que avant cette alliance avec Sogeit qui a mené à la création d'Okiduty, notre focus, vraiment notre point de concentration, c'était la conformité. Comment est-ce qu'on s'assure que les gens... En fait, c'était même pas la conformité, je dirais, ça va plus loin que la conformité, c'était vraiment la compréhension et la simplification du sujet douanier. On parlait de qui étaient les clients de Sogeit. On disait les importateurs-exportateurs, les gens qui font de la douane. Nous, on considère que les gens qui devraient comprendre le sujet douanier, c'est pas seulement des gens qui font de la douane. C'est des gens qui font de l'export-export au sens large, parce que même au niveau des acheteurs, les acheteurs vont prendre des décisions d'achat, vont acheter certains types de produits qui finalement vont avoir des impacts derrière en douane. Des impacts des fois qui ne sont pas suffisamment anticipés et qui apportent des blocages assez monstrueux. Donc nous, c'était un petit peu ça notre approche, c'était de dire, globalement, aujourd'hui, la douane, elle est vraiment extrêmement complexe parce que il y a des milliards de produits importés et il y a des centaines de milliers de différentes réglementations à afficher, à appliquer sur ces produits. Donc c'est vraiment compliqué. Donc nous, ce qu'on a développé, c'est un outil qui rassemble un petit peu toutes ces informations. Et je pense qu'il y a une vidéo qui va apparaître à l'écran qui vous permettra de voir un petit peu la façon dont on a développé ça. L'idée, c'est de rassembler au sein d'une même application toutes les sources de données qui permettent de comprendre le langage douanier et notamment en rassemblant toutes les sources d'informations. On utilise beaucoup d'IA pour intégrer ces informations et du coup vous permettre de gagner du temps, permettre à n'importe qui, même la personne la plus novice, de comprendre très rapidement grâce à des images, grâce à des visuels, quels peuvent potentiellement être les codes douaniers, quels vont être les impacts en termes de droits de douane en fonction des pays d'importation, quelles vont être les différentes réglementations. Alors évidemment, l'idée c'est de donner envie aux personnes de s'intéresser à la matière douanière parce qu'elle est vraiment très intéressante et elle est, je dirais, primordiale pour toutes les sociétés qui font de l'import-export. Mais des fois, ça paraît complexe. Donc c'est complexe, ça veut dire un petit peu rébarbatif aussi. On a peur de... Tout à fait. Alors c'est complexe. C'est comme si vous alliez en Chine sans parler chinois. C'est clair que ça va être complexe. C'est pour ça que nous, on aime bien, alors c'est un titre autoproclamé, mais on aime bien se considérer, en tout cas on aimerait que le marché nous considère comme le Duolingo ou le Google Translate de la douane. Parce que notre but, c'est pas d'apporter des réponses ou de guider les personnes, c'est plutôt de leur permettre de prendre considération du sujet douanier. Et pour faire ça, il faut les aider à parler le langage. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on essaie de développer. Et je dirais que j'ai mis en avant tout à l'heure le fait que il y a 3 ans, je connaissais rien à la douane. C'est une faiblesse et je l'ai contrecarré en m'encadrant de personnes telles que Sylvie. Mais cette façon de ne pas maîtriser la douane m'a aussi poussé, lors de la conception de Custom Bridge, à créer un logiciel qui permette à un novice tel que moi de facilement appréhender la douane. L'idée, c'est que finalement, les gens qui sont des responsables douaniers au sein des entreprises soient capables de faire rayonner ce domaine-là. Je reviens de l'audace qui s'est tenue il y a une semaine, 2 semaines, où globalement, le retour qui était fait par beaucoup de personnes, c'était la douane n'est pas suffisamment considérée. Et pour que la douane soit considérée, il faut que les gens comprennent quand on en parle. Et c'est ça un petit peu l'idée qui a mené à la création de Custom Bridge. D'accord. Voilà. Et donc effectivement, vous êtes entouré d'experts, vraiment de professionnels de la douane, parce que comme vous le disiez, on peut pas s'improviser dans ce métier-là. C'est un métier très très complexe et qui repose effectivement sur des connaissances très pointues. Alors Sylvie, vous êtes dans le métier de la douane depuis quelques années. Depuis pas mal d'années, je dirais 42 ans. Et surtout une vingtaine d'années derrière toutes ces réglementations douanières pour lesquelles j'en ai pris même une passion. Et derrière ça, donc des mises en place, des formations justement pour essayer de faire aimer la douane et surtout d'avoir une sécurité face à cet outil, d'avoir toutes les réglementations au même endroit, de centraliser toutes ces informations.
Il y a 42 ans, on n'avait pas la chance d'avoir tout ça et il fallait aller les chercher, il fallait aller trouver les livres qui vont, les textes et voilà, quelqu'un qui connaissait et ça change tout le temps. Donc déjà savoir où les chercher. Là, on a un outil qui ramène toute cette réglementation douanière et qui se met à jour automatiquement, mais aussi il y a derrière ça une étude sur toutes les réglementations les plus pertinentes pour justement en faire une sensibilisation auprès de nos opérateurs, auprès des chargeurs, auprès des importateurs, pour bien comprendre et aller chercher la bonne information. Donc, travailler aussi en collaboration avec nos informaticiens, parce que il y a de l'automatique, mais ensuite prendre une assurance que toutes ces réglementations sont bien dans l'outil et sont cohérentes avec nos recherches. Oui. Alors quand on parle de réglementation, ça veut dire quoi? C'est quoi exactement? Quel type de réglementation? Alors ça peut être une réglementation, on a vu tout à l'heure défiler un petit peu sur l'écran, une réglementation qui peut être liée à une nomenclature douanière, puisque pour importer un produit, les deux choses essentielles, c'est la nomenclature douanière, c'est-à-dire le numéro qu'on donne à un produit, puisque le langage douanier n'est pas le langage commercial. Et derrière ça, le pays d'origine. Donc on a des réglementations qui évoluent sur la nomenclature douanière, on a des réglementations qui évoluent sur le pays d'origine, donc qui peut soudainement venir modifier un règlement. On a des réglementations sur des accords pays qui permettent de bénéficier de certains droits de douane, puisque la nomenclature et le pays d'origine nous permettent de connaître justement le besoin à l'importation documentaire, le besoin à l'importation que ce soit autre que réglementation douanière, des normes, etc. Voilà. Donc tout ce qui est spécifique, un petit peu des réglementations liées par exemple à la protection de certaines espèces animales. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Et donc le but, c'est aussi surtout, comme le disait Loïc, pas au moment de l'opérationnel. Donc pour Guillaume, j'en conviens, mais c'est aussi en amont permettre de pouvoir faire son étude correctement avec les bonnes informations. Ce qui permet de voir très vite s'il est possible d'importer le produit avec les meilleurs taux de droits de douane ou de faire attention à tous les risques qu'il y a derrière. Un droit anti-dumping, par exemple, qu'on n'aurait pas vu, et d'être en phase avec toute cette réglementation. Les pays sous embargo, par exemple. Voilà, tout ça. Voilà. Donc c'est vraiment très très vaste. Donc il y a de la réglementation douanière, mais il y a aussi d'autres réglementations qui peut empêcher justement. Alors quand on utilise OkiDuty, ça permet de vérifier si on est dans les clous ou pas. C'est-à-dire que quand on fait la télédéclaration, OkiDuty, c'est un petit peu, ça permet véritablement de s'assurer qu'on est conforme à la réglementation, non seulement française, mais également internationale. Alors déjà, quand l'outil déclaratif, et donc je laisserai un peu Thomas s'exprimer sur le sujet, si une désignation ne correspond pas à la nomenclature douanière, l'outil ne va pas aller plus loin. Il va déjà vous dire, là, il y a un problème, et il faut regarder par rapport aux propositions qui sont faites. Donc effectivement, oui, l'outil permet d'avoir cette assurance. Grâce à de l'intelligence artificielle que vous avez donc injectée dans Alors, il y a une vidéo qu'on montrera pas immédiatement, un peu plus tard, mais globalement, oui, l'idée, c'est qu'on a voulu essayer d'avertir à la saisie des potentielles erreurs. Alors, je dis bien potentielles, parce qu'aucune intelligence artificielle ne sera capable de faire le travail d'un déclarant. Tout simplement parce que même les déclarants entre eux, des fois, ont du mal à s'accorder sur ce qui est la vraie vérité. Il n'y a pas de blanc ou de noir dans la douane, il y a plutôt des niveaux de gris. Et tout est question de justification, notamment lorsqu'on sélectionne un code douanier, on peut avoir différents avis. La question, c'est comment est-ce qu'on justifie cet avis. Et je pense que là, ça peut être... je vais peut-être pas faire le travail de Yannick, mais je vais laisser Yannick s'expliquer sur, finalement... nous, on a construit un logiciel, mais on l'a construit par rapport à des besoins des RDE qui ont eu des nouvelles contraintes suite aux dernières évolutions dans le monde. On parle pas évidemment du Covid, des guerres, mais peut-être Yannick peut expliquer quel a été l'impact sur le travail de tous les jours. Tout à fait. Oui, alors en termes d'environnement dans lequel le RDE inscrit son action, elle est effectivement marquée par un ensemble de contraintes. Ce sont des contraintes qui sont liées tout simplement à l'environnement dans lequel il agit.
à commencer par le volume de l'activité, qui est le reflet de la massification des échanges, finalement. On a aussi les contraintes liées au temps, à la gestion du temps, puisque on est dans un mécanisme de transit time qui fait le grand écart, entre 25 jours de mer lorsque le conteneur arrive de Chine et quelques heures lorsque l'on est dans le cas du fret aérien ou du fret express ou de la traversée de la Manche. On est sur un mécanisme qui implique de pouvoir s'adapter en permanence. On a aussi les évolutions réglementaires, ainsi que effectivement vous le précisiez très justement, qui sont le reflet aussi des situations géopolitiques que nous rencontrons, avec des situations amicales entre guillemets, à travers par exemple l'entrée en vigueur d'un nouvel accord de libre-échange, ou des situations moins amicales comme celles que l'on a pu connaître à travers l'adoption des 30 sanctions par la Commission européenne à l'encontre de la Russie. Donc la nécessité en permanence de pouvoir, s'adapter à cet environnement changeant, puisque finalement à cela s'ajoutent les obligations auxquelles sont assujettis les représentants en douane, à travers le devoir de conseil, le devoir de prudence, le devoir de conseil sur lequel on pourra revenir un petit peu tout à l'heure, le devoir de prudence, et aussi la nécessité d'être responsable de l'exactitude des éléments déclarés sur la déclaration en douane. C'est le Code des douanes nationales, article 395, qui le prévoit. Donc au regard de cet environnement, le RDE, finalement, on lui demande de travailler beaucoup, vite et bien. Donc c'est quand même parfois un petit peu difficile, d'où la nécessité pour nous de nous appuyer sur des outils qui vont permettre de sécuriser et de fiabiliser les éléments déclaratifs à partir du moment où on est sur un schéma déclaratif. Et c'est là aussi toute l'ambiguïté, c'est qu'à partir du moment où c'est déclaratif, je déclare ce que je veux, tant que je peux en apporter la preuve. Donc à charge pour moi en tant que RDE de pouvoir fiabiliser mon action en anticipant sur les opérations qui vont être sollicitées par le client, et toujours dans la nécessité de pouvoir éviter deux écueils principaux, qui sont tout d'abord l'inexactitude qui aurait pour conséquence un blocage de la marchandise, puisque l'administration, finalement, dans la supply chain, c'est l'acteur qui, légalement, a le droit de bloquer cette supply chain. Entre partenaires, manutentionnaires, transporteurs, chargeurs, commissionnaires, on peut trouver des solutions. Vis-à-vis de l'administration, elle a le pouvoir légal de bloquer cette marchandise, avec les incidences et les conséquences commerciales que cela peut avoir pour nos clients. Le deuxième écueil, c'est la responsabilité du RDE en lui-même, puisque sa responsabilité peut être extrêmement large, pénale. Et pénale aussi. Pénale, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans une jurisprudence très récente, du mois de septembre, qui, est un peu un coup de tonnerre dans la profession, et qui aujourd'hui anime de nombreux débats. Donc, par exemple, vous pouvez citer un exemple où là la responsabilité pénale du RDE est directement... un opérateur, un client sollicite du RDE la réalisation d'une opération de dédouanement, mais à l'occasion du chargement du conteneur, cet opérateur a chargé des marchandises prohibées dans le conteneur, et lorsque le contrôle de l'administration a permis de découvrir ces marchandises, c'est le RDE qui a été, sollicité pour apporter des explications. Et au regard de cette découverte, et le RDE, pour le coup, a mis en avant sa bonne foi et puis sa méconnaissance de cette situation. Mais la Cour de cassation ne l'a pas entendu de cette façon. Elle a estimé qu'au regard de sa responsabilité, il était, l'opérateur en charge de l'exactitude des déclarations, et que donc c'était à lui de s'assurer de ce qu'il y avait dans le conteneur. Donc on va très très loin, puisque là, dans l'exemple que je vous cite, c'était des pièces détachées, des pièces d'occasion, d'automobile. Alors tous les RDE vous diront qu'effectivement, qui dit pièces détachées d'automobile dit risque très très élevé de déchets, parce que là aussi, qu'est-ce qu'un déchet? Un pneu réchappé, c'est un déchet. Un moteur, s'il est dépollué, c'est pas un déchet. S'il n'est pas dépollué, c'est un déchet. Bon voilà, il peut y avoir effectivement, comme vous précisez très justement, des nuances de gris. Dans cette affaire, c'était des batteries qui étaient, usagées et qui ont constitué une qualification de prohibition et donc d'exportation de marchandises prohibées. Et donc là, le RDE a été reconnu comme étant responsable. À charge pour lui de s'assurer de ce qu'il y avait dans le conteneur. Ça veut dire qu'à partir du moment où on valide une déclaration en douane, finalement, il faudra aller visiter tous les conteneurs. Ce qui est relativement impossible. Compliqué. Pour autant, cette jurisprudence, elle a été adoptée, tout au moins, elle a confirmé
la responsabilité du RDE en matière d'exactitude des déclarations. Alors vous-même, donc en tant que Sogena, vous utilisez, enfin vous êtes utilisateur de l'outil de déclaration de la Sogette depuis un certain nombre d'années déjà. Nous utilisons l'outil Sogette pour réaliser les opérations de dédouanement, pour réaliser aussi la prise en charge, les opérations de prise en charge des marchandises sur les terminaux portuaires, leur arrivée, leur circulation, leur sortie, jusqu'à la libération de la marchandise par l'administration, par ce qu'on appelle le bourg enlevé, le BAE. Donc effectivement, Sogette est un partenaire de Sogena et nous nous appuyons sur Sogette pour réaliser nos opérations et puis faire adapter. Et récemment, donc, vous avez donc intégré Okiduty. Alors Okiduty a été développé dans une des agences, effectivement, qui fait partie du groupe, à Nantes plus précisément, et avec pour finalité de pouvoir, dans ce cadre un petit peu contraignant, comme je vous le précisais, le RDE il est soumis à de multiples contraintes environnementales de son environnement, et l'idée c'est justement de pouvoir, autant que faire se peut, sécuriser l'action du RDE en vue de la fiabiliser, et cette sécurisation elle passe par la mise en place de garde-fous quelque part, d'éléments qui vont nous permettre de pouvoir, je dirais, douter presque, parce qu'il est bon de douter finalement quand on valide une déclaration. C'est un point important, je pense, parce que on ne sait jamais l'ensemble, on n'a jamais une connaissance complète de l'ensemble de la réglementation, et il faut, je pense, rester humble par rapport à cet environnement. Et l'outil Okiduty va nous permettre d'une part de centraliser, donc de gagner du temps sur l'accès à certaines informations, comme notamment tous les mécanismes de ce qu'on appelle l'encyclopédie douanière, donc les connaissances en matière de RTC, les connaissances en matière technique d'origine, d'accords de libre-échange, et en même temps va nous permettre de fiabiliser en rentrant dans certains détails techniques pour mettre en place des verrous qui vont nous permettre de faire que le déclarant, que le représentant, lorsqu'il valide la déclaration, doit s'interroger ou doit être alerté sur le risque potentiel qu'il prend en saisissant telle ou telle information. Donc ça, c'est important aussi parce que, je dirais... C'est-à-dire que concrètement, si ça ne convient pas à l'outil, il y a une alerte qui se déclenche. Il y a une alerte, il y a, je dirais, un message, il y a un élément bloquant qui va permettre de pouvoir attirer l'attention du représentant sur les conséquences de son choix et sur la nécessité de contre-vérifier, de revérifier pour pouvoir effectivement lever sous doute en fait et fiabiliser l'action du représentant. Thomas, cette dimension, c'est quelque chose qui est vraiment, qui correspond véritablement à une demande de la part des utilisateurs de votre outil des déclarations. Alors clairement, on a connu récemment une pénurie de déclarants dans différentes régions qui dédouanent beaucoup, et de plus en plus de personnes qui font la déclaration sont opérateurs de saisie avant d'être déclarants. Donc c'est pour ça qu'on a voulu que l'outil soit là pour nous aider à minimiser le risque et à minimiser les erreurs en remontant un maximum d'alertes. Mais ces alertes, elles sont à la fois pour l'opérateur de saisie, comme je le disais, mais aussi pour l'expert qui est capable de réciter le CDU par cœur. Il n'y a pas de... On ne peut pas être absolument parfait. Il y a tellement de règlements. Les règlements sont tellement changeants qu'il faut pouvoir... il faut avoir des outils qui nous aident à prendre la décision. Et c'est vrai que c'est l'idée de nos outils, c'est de remonter des alertes. Quand on a par exemple des incohérences entre notre document de TVA et le destinataire, quand il y a des incohérences, comme le disait Sylvie, entre la description commerciale et la nomenclature saisie, il y a un certain nombre d'informations. En fait, c'est un ensemble de contrôles de cohérence depuis l'ensemble des données que l'on a pour essayer de mettre le doigt sur ce qu'il faut vérifier avant d'envoyer la déclaration. Sylvie, vous avez injecté en fait toute votre connaissance du métier dans l'outil, c'est ça? Enfin, vous avez... on va dire ça. Non, surtout c'est le suivi de cette réglementation et la vérification que dans les outils elle figure bien, puisqu'il y a de l'automatisation, mais il y a aussi le côté humain à regarder sur toutes ces règles qui évoluent, comme le dit Thomas. Et ce que je disais tout à l'heure, bien souvent on a des règlements
réglementation, ça n'annule pas et remplace, ça vient par amendement. Et là, c'est là où ça devient un petit peu complexe à suivre. Donc, un règlement qui figure dans l'outil, il faut s'assurer aussi qu'il a été, que l'amendement a été pris en compte sur une partie. Ça peut être sur un produit, sur la règle d'origine, par exemple, comme dernièrement sur les langes de thon. Voilà. Et quand quelque chose se modifie dans un règlement, une nomenclature, forcément, si cette nomenclature elle est dans les règles d'origine ou autre, eh bien, on a forcément aussi des amendements qui viennent modifier ces règlements. Voilà. Donc ça c'est important pour des RDE où le métier il évolue de plus en plus, où ils sont, comme l'a dit Guillaume, de plus en plus responsables des données insérées dans les outils, d'avoir à portée de main d'abord les réglementations et l'assurance de se poser les bonnes questions parce que c'est quelque chose qui évolue quotidiennement. Et comment on fait justement pour compiler toutes ces informations et puis les réunir au sein d'un même outil? Alors moi je suis tous les jours la veille douanière, donc je suis en présence aussi dans dans pas mal de séminaires à l'affût justement de toutes ces évolutions, et ensuite tout ce qui émane de la commission, de l'OMD, l'OMC, etc. Je suis en lecture permanente et à décortiquer tout. C'est énorme, mais voilà. À ce que dit Sylvie, c'est vrai que c'est énorme, et en fait ce qu'on a développé depuis 3 ans, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des pipelines, c'est-à-dire on s'est branché directement aux sources de données, et tous les jours on va récupérer les dernières données et on vérifie leur cohérence. Récemment, on s'est d'ailleurs rendu compte que sur le site des EBT, qui est pas mal utilisé, je pense, par pas mal de personnes qui écoutent aujourd'hui, qui est une bonne source d'information, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 BTI, donc Binding Tariffal Information, en anglais, en français RTC, qui étaient liés à des codes de nomenclature qui n'existaient plus. Donc c'est tellement vaste la donnée que il peut y avoir des erreurs qui se glissent comme ça dans les données. Donc nous, l'avantage, c'est que ce type d'erreurs, on les détecte et on s'assure justement de la cohérence et de l'intégration des données qui sont issues de différentes sources. Donc ça, c'est une grande valeur, et pour nous, c'est primordial, parce que en tant qu'entreprise qui met en avant la conformité, on se doit d'avoir à minima des données qui soient à jour et qualitatives. En plus de ça, on a du coup Sylvie qui va vérifier que les données qu'on a mis à jour reflètent bien certaines publications, par exemple, du journal officiel. Les publications du journal officiel, par exemple, se traduisent mathématiquement en général par des évolutions de droit, des nouvelles taxes anti-dumping. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui doit être reflété dans l'outil. Donc voilà un petit peu pour la partie mise à jour. Mais moi, je souhaiterais aussi un petit peu rebondir sur ce que disait Yannick, sur ce qui a aussi mené à l'alliance entre Sojet et Custom Bridge. C'est que pour créer un outil, je pense qu'il faut d'abord se poser la question de pour qui on le crée. Et une fois qu'on a défini pour qui on le crée, comprendre, gérer les challenges, les défis auxquels les utilisateurs peuvent faire face. Yannick a très bien expliqué que les défis aujourd'hui que les RDE rencontrent, c'est que, il y a une massification des flux, donc plus de travail, pénurie de déclarants, il y a une mise à jour technique du CDU qui apporte peut-être de l'incertitude, ou en tout cas qui va devoir nécessiter d'adapter ses façons de travailler. On va voir, moi je crois personnellement qu'il va aussi potentiellement y avoir une diversification des sources d'approvisionnement dans le futur. Donc peut-être des chargeurs qui vont importer de pays qui sont un peu moins connus, parce qu'on a vu que la Chine, ça posait potentiellement problème lorsqu'il y avait des disruptions dans les transports, lorsqu'il y avait des stratégies Covid qui posent problème. Donc on a tous cet environnement là. Un peu Taïwan qui peut aussi... Voilà, tout à fait, exactement. Donc on est vraiment dans un domaine où il y a une pression sur les coûts et sur la rapidité du travail de déclarant. Il y a une augmentation de la complexité du travail à faire. Donc il y a un moment, comment est-ce qu'on arrive à faire en sachant qu'il y a en plus une pénurie de déclarants. Donc il y a Thomas le disait très bien aujourd'hui, et c'est bien malheureux, la majorité du temps, les déclarants le passent à faire de la saisie. Et il y a de très bonnes initiatives qui cherchent à automatiser un petit peu le remplissage des déclarations en douane, notamment avec l'extraction automatique de données. Il y a pas mal d'acteurs qui travaillent sur le sujet. Nous, c'est quelque chose qu'on explore aussi. Mais avant tout, nous, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est que s'il y a une extraction automatique de données, ce qu'il faut s'assurer, c'est que ce qu'il y a dans les documents soit véridique. Parce que la seule chose qu'on fait, c'est automatiser l'extraction d'informations des documents,
bah, finalement on enlève la partie opérateur de saisie, mais le devoir de conseil du RDE, comme on l'a vu, qui a été encore appuyé par la Cour de cassation, où est-ce qu'il va? Donc le devoir de conseil, c'est ça, nous, qu'on souhaite appuyer et qu'on souhaite aider c'est ce type je dirais, d'expertise qu'on souhaite accompagner. Et on le voit, on a parlé d'aide au remplissage et d'alerte. On va pouvoir lancer la vidéo. On a justement, nous, commencé à développer dans notre outil des aides qui, par exemple, vont permettre de confirmer la potentielle conformité d'une déclaration, d'une nomenclature douanière avec la description commerciale d'un produit. Si par exemple on estime, si notre intelligence artificielle, notre outil estime que c'est potentiellement pas le bon code, et ben on va permettre de proposer des propositions. Alors j'ai dit toujours au conditionnel, car je l'ai dit et je le redirai toujours, ça reste des alertes. Le but, c'est que les experts, ce sont nos utilisateurs. Nous, on leur met juste à disposition les outils qui leur permettent d'exercer leur rôle de conseil. Je pense finalement, nous, on essaye de créer un logiciel qui apporte vraiment de la valeur à nos clients. Et nos clients, c'est principalement les RDE. Et les RDE, ils ont aussi des clients. Et qu'est-ce qu'un client de RDE attend? Il attend de l'expertise. Il attend de l'expertise, il attend que si il a fait une erreur en tant que chargeur, si moi j'ai fait une erreur en tant que chargeur, j'attends que mon RDE soit capable de la détecter. On a vu là un exemple sur du coup un contrôle de cohérence entre description commerciale et nomenclature. Il pourrait y avoir d'autres contrôles de cohérence. Si par exemple on prend l'exemple d'importation de frigo, on pourrait faire un calcul du prix par rapport au poids et se dire bah tiens, est-ce que ça fait sens par rapport aux exportations passées? Peut-être que quelqu'un a mis un 0 de trop à un endroit. Et ça peut passer très rapidement. D'autant plus si on commence à automatiser les déclarations avec de l'extraction automatique de documents. Donc c'est bien d'aller vers de l'automatisation, mais encore faut-il qu'elle soit maîtrisée. Et nous on mise sur la maîtrise des données qui vont dans les déclarations. Ça a toujours été le focus de Custom Bridge et je suis très heureux que Sogeit ait voulu suivre ce chemin-là en s'alliant avec nous. Voilà. Et donc on a souhaité développer un outil très moderne et je vais peut-être, même dans notre approche tarifaire, je vais peut-être laisser du coup Thomas un petit peu rebondir là-dessus. Oui, merci Loïc. Effectivement, l'avantage de notre outil, c'est on a une offre gratuite. C'est le seul outil qui permet de faire de la déclaration en douane gratuitement, à ma connaissance. Mais comment vous gagnez de l'argent? Alors justement, en fait, le principe de l'outil, c'est que il peut faire il fait de la déclaration en douane et ensuite on peut l'augmenter de certaines fonctionnalités en prenant des abonnements ou des modules supplémentaires. D'accord. On a voulu un outil moderne avec un système de facturation, c'est vrai, un peu plus moderne et un peu sur le style forfaitaire. On pense que ça peut être mieux pour l'anticipation des différentes sociétés, de pouvoir fonctionner sous forme d'un forfait. Et en fait, on met des fonctionnalités supplémentaires en fonction des forfaits qui sont pris. Je vais prendre l'exemple des estimations des liquidations. On sait qu'avec le Delta IE, le statut EAV va disparaître. C'était un statut intermédiaire de la déclaration qui était entre le moment où on l'envoyait et le moment où on obtenait le BAE. On avait un statut intermédiaire dans lequel la douane nous donnait ses liquidations, c'est les droits et taxes applicables. Ce statut intermédiaire va disparaître, c'est-à-dire qu'avec le Delta IE, on va envoyer sa déclaration et on aura tout de suite le BAE. Le souci qui se présente, c'est que du coup, le déclarant, il n'a pas connaissance des liquidations qui vont arriver, il n'a pas connaissance des liquidations qui sont calculées par la douane exactement. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est que notre outil, il puisse calculer et il estime les liquidations qui vont apparaître en amont de l'envoi de la déclaration, et donc il résout ce problème-là en proposant un certain nombre de valeurs. L'outil permet aussi, par exemple, d'éditer un certain nombre de documents douaniers des déclarations, je pense à la déclaration de valeur ou aux documents T2L qui doivent accompagner certaines marchandises et pour lesquelles il n'est pas spécialement nécessaire d'envoyer la déclaration vers la douane, mais il faut quand même pouvoir éditer des documents. D'accord. Je me tourne vers Hervé parce que je crois qu'on a déjà des premières questions. Naturellement, vous pouvez dès maintenant poser vos questions, hein, et puis on essaiera d'y répondre
dans le temps imparti. Donc Hervé, première question. Oui. Quel est le délai entre l'évolution d'une réglementation douanière, par exemple les sanctions contre la Fédération de Russie, et sa prise en compte dans OkiDuty? Alors, c'est quasiment immédiat. À partir du moment, en fait, il faut savoir que l'Union européenne, donc tout ce qui est sanctions, globalement, je vais être très clair, tout ce qui est sanctions de douane, il y a un marché unique, hein, donc c'est l'Union européenne qui gère, notamment avec le groupement TaxSud, et donc TaxSud met à disposition des données. Donc tout ce qui est reflété, tout ce qui entre en application du côté des réglementations, c'est immédiatement mis à jour dans Custom Bridge, dans l'outil OkiDuty. Et aujourd'hui, on travaille même sur l'anticipation, notamment sur des informations qui sont mises en avance, comme par exemple les évolutions des nouvelles codes de nomenclature qui vont venir. On a travaillé sur le fait de pouvoir les mettre en avance. On essaye vraiment de travailler sur toutes les temporalités. On a même les anciens RTC qui étaient expirés, on les a dans l'application, et on essaye d'anticiper au maximum. Il y a des fois, c'est évidemment difficile. On ne peut pas se permettre d'aller, je dirais, analyser automatiquement tous les PDF des journaux officiels, parce qu'en plus, on n'a pas une certitude à 100% de pouvoir le faire. Par chance, on se base sur les exports de données du groupement TaxSud de l'Europe, qui, eux, sont vérifiés, sont de qualité, et qui sont mis à jour en temps. Donc voilà, pour répondre à la question, c'est vraiment au jour le jour. Donc ça, c'est importé automatiquement dans l'outil. Hein, tout à fait. Ouais. Tous les jours, chaque nuit, on a des routines qui tournent et qui vont récupérer les dernières informations. D'accord. Quel est le coût de la solution du setup jusqu'au run? Alors, je peux répondre? Vas-y, Luc, je t'en prie. Thomas l'a dit, on a une version gratuite. Alors, je vais freiner un petit peu les ardeurs. Pas tout n'est gratuit. Oui, parce que là... notre vision, c'était de faire quelque chose de. On a voulu simplifier la douane, donc simplifions aussi l'accès à l'outil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous allez sur okiduty.fr, vous allez pouvoir vous créer un compte et en moins d'1 minute accéder à l'outil. Vous serez directement sur la version gratuite. Oui. Et si ça vous plaît et que vous trouvez qu'il y a de l'usage, qu'il y a de l'intérêt, que ça vous rend service et que vous voulez accéder à des fonctionnalités supplémentaires, vous pouvez payer. Aujourd'hui, sur la partie conformité, on est à le premier utilisateur, c'est 2 000 € par an, tout en sachant qu'il n'est pas obligé du tout de prendre cette fonctionnalité, il peut rester sur la version gratuite. On a évidemment essayé de limiter la fonctionnalité gratuite pour que notre but, on n'est pas malheureusement une organisation caritative, donc à but non lucratif, donc faut quand même qu'on vende notre logiciel. Donc on a mis des limitations, mais l'idée c'est d'accompagner et d'être capable de justifier le coût payé. Donc vraiment on a des vraies aides à la décision, des vraies fonctionnalités telles que les dossiers de classement qui permettent de dire bah tiens, j'ai fait un classement. C'est bien de faire un classement un jour, mais si on s'en souvient pas le jour où il y a le contrôle, ça n'a aucun intérêt. Donc l'idée, c'est qu'on a développé des fonctionnalités qui permettent de dire, bah, si je fais un travail de recherche et que je classe un produit, comment est-ce que le jour où j'ai un contrôle, je suis capable, soit en tant que RDE, soit en tant que chargeur, de justifier les raisons derrière mon raisonnement. C'est ça. Et pour la partie, on a donc séparé vraiment les deux parties, c'est-à-dire la partie conformité et la partie déclarative, parce que suivant les acteurs, on va avoir un besoin plus prégnant de l'un côté ou de l'autre. Et donc c'est vraiment à la carte, on peut vraiment choisir ce qu'on veut. Je vais laisser peut-être Thomas rebondir sur la partie tarification du côté déclaratif. C'est ça. Du côté de la télédéclaration en elle-même, on a un certain nombre de forfaits qui fonctionnent par palier, donc avec des tarifs à 99, 199 ou 299 € par mois, quel que soit le nombre d'utilisateurs. Ce sont des forfaits qui incluent un certain nombre de déclarations. Donc on n'a pas de coût derrière à la déclaration. Ouais. Par contre, c'est effectivement, si notre nombre de déclarations dépasse le forfait, on a un coût hors forfait, en fait, comme sur un abonnement téléphonique, simplement. Et dans ces différents paliers de forfait, en plus des déclarations déjà incluses, il y a des fonctionnalités qui sont incluses. D'accord. Okay. Et le nombre d'articles n'est jamais considéré, en fait. C'est vraiment le nombre de déclarations qui nous importe. D'accord. Hervé ? Comment faire pour tester OkiDuty? On l'a dit, vous pouvez aller sur okiduty.fr, vous créez un compte et vous faites une déclaration, vous faites une recherche de compliance, c'est parti. Et je rajouterais que normalement, lorsque vous créez votre compte, vous avez un petit
petite infobulle qui vous indique où trouver de l'aide. On est très réactif. Des fois, même moi, vous pourrez me voir ou Thomas sur le chat. On a un chat où vraiment on répond à vos questions. On essaie d'être le plus proche de vous pour vous aider à vous approprier l'outil et qui délivre sa juste valeur. Vous êtes allié à Sogeit. Est-ce que OT Duty a pour vocation éventuellement de s'allier par la suite à d'autres outils de télédéclaration Alors, ou c'est un accord exclusif? Enfin, comment... D'autres outils de télédéclaration, pour moi, ça ferait pas vraiment de sens parce que bon, pour moi, pour s'allier, il faut qu'il y ait une valeur supplémentaire. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on s'est allié avec Sogeit, c'est que nous, on avait cet outil conformité, on le vendait déjà à certains RDE qui nous disaient bah, c'est super, mais le problème c'est qu'il faut que j'aille dans un autre système pour ensuite entrer ma déclaration. Oui. Et du côté de Sogeit, c'était votre outil, il est bien, mais je dois m'équiper d'autres outils pour un petit peu creuser plus les côtés conformité pour faire mon devoir de conseil. Donc on avait vraiment un vrai manque qu'on a été capable de combler de l'autre côté. Et moi, je sais que voilà, j'ai parlé notamment de l'automatisation des déclarations avec l'extraction automatique d'informations. Je pense à certaines startups qui sont dans le domaine. C'est pas quelque chose qui est notre, je dirais, c'est pas quelque chose qui est notre cœur de métier. Donc très clairement, on réfléchit à s'allier avec ce type de logiciel, avec ce type de startup. Il y a aussi des alliances qui pourraient avoir avec les TMS. Je pense que le plus important, c'est que surtout, on a développé OT comme étant sur une base extrêmement moderne, sur des API très modernes et sur une accessibilité très simple. Et le but, c'est vraiment qu'on puisse interconnecter avec soit les logiciels de nos clients, soit des logiciels de partenaires. C'est vraiment de créer un écosystème et puis peut-être même d'essayer de définir ensemble des normes futures sur les données. Je trouve ça très bien qu'au niveau de la douane, Delta IE ressente le sujet sur un jeu de données. Un jeu de données qui soit très bien défini. Le jeu de données, il peut avoir différents formats, mais il définit les choses. Avant, on était justement sur un PDF. Donc, beaucoup de gens s'inquiètent de la disparition du PDF. Mais fondamentalement, aujourd'hui, ce qui était problématique lorsqu'on intègre les différents outils, c'est que le PDF n'avait justement pas de format. Là, on est sur un format de données qui va justement permettre de structurer des choses. Et ça va vraiment dans la bonne direction. Et je remercie l'Union européenne et les douanes françaises de faire ce pas-là. Et est-ce que, puisqu'on va vers un guichet unique au niveau des PCS, est-ce que c'est quelque chose qui vous ouvre de nouvelles perspectives? Oui, on avait en effet le GUN, le guichet unique national. Qui permettait, bon ça c'est une évolution que moi je n'ai pas connue, parce que vu que je suis arrivé il y a 3 ans, mais qui a permis du coup de déclarer à n'importe quel bureau de douane sur tout le territoire national. Et là on va voir du coup le guichet, je vais y arriver, le guichet unique communautaire qui va permettre de déclarer toute marchandise. Donc nous évidemment c'est vrai que pour la partie conformité, vu qu'on intègre principalement des données européennes, bah notre marché il est européen. C'est-à-dire la conformité, je dirais, c'est même mondial. Vu que pour l'instant on intègre des données européennes, le marché est à premier abord européen. Et l'idée c'est de dire comment est-ce que aussi on va être capable de propulser OT hors des frontières françaises. Il y a plein de RDE qui ont des filiales dans d'autres pays. Et peut-être que le guichet unique va permettre de répondre à ça. Faut encore voilà, être capable de répondre à la question, est-ce que les chargeurs dans d'autres pays vont être d'accord de déclarer en France? Je pense qu'il y aura des réticences et ça va être une évolution qui va se faire dans le temps. Mais clairement, ça apporte de bonnes dynamiques en termes d'ouverture de marché au niveau européen. Et techniquement, l'outil est déjà prêt pour faire du dédouanement centralisé communautaire, c'est-à-dire pour déclarer en France des marchandises qui seraient présentées dans d'autres pays de l'Union. L'outil est techniquement déjà prêt. On sait que c'est une fonctionnalité qui est en cours d'installation puisqu'elle est portée par le CDU. Donc c'est une fonctionnalité qui est en cours d'installation et on espère bien que nos utilisateurs pourront l'utiliser dans notre outil. C'est votre cas Alors, prochainement, je l'espère. Pour l'instant, nous agissons via un DCN, donc un dédouanement centralisé national, où nous avons identifié un bureau de douane auprès duquel nous validons l'ensemble de nos déclarations pour des marchandises qui sont présentées sur différents sites. Et voilà, à terme, nous envisageons effectivement plus qu'envisager, puisque c'est même très récent. J'ai validé hier dans le trader portal de la Commission européenne la demande de DCC. Donc voilà, c'est un sujet d'actualité effectivement pour nous en termes de développement et puis d'accompagnement de nos clients au regard de leurs demandes. On s'adapte aussi à une réalité économique et logistique.
de façon à pouvoir répondre à la demande de nos opérateurs. Alors, je crois qu'on a encore une question, Hervé. Oui. Est-ce que la déclaration anticipée permet de consulter la liquidation douane et de le corriger si besoin? Je vais répondre à ça. Donc tout simplement, oui. La déclaration anticipée permet de consulter la liquidation. Et on a, comme j'expliquais tout à l'heure, on a aussi mis en place un outil, un calcul qui est fait par l'outil OkDuty des liquidations. Donc on a deux anticipations des liquidations possibles. Soit on envoie en anticipé, c'est la douane qui nous les retourne et derrière on vient faire la validation. Soit on précalcule grâce à l'outil OkDuty et on envoie en validation. Aujourd'hui, on bénéficie du statut intermédiaire EAV quand on envoie direct. Comme je le disais tout à l'heure, avec Delta IE, on n'aura plus ce statut intermédiaire. Donc, effectivement, on pourra passer par l'outil pour calculer, on pourra faire l'anticipation. L'avantage de l'anticipation, c'est vrai, c'est que quand on est sur un port, on peut, en plus, après avoir anticipé, demander une validation automatique dès que la marchandise est déchargée. Et ça permet de gagner un temps considérable. Oui. Alors, on peut peut-être prendre une dernière question. Alors, une dernière. Est-ce que la blockchain va s'inscrire dans ces outils? Et si oui, à quelle échéance pensez-vous que cela va arriver? Alors, la blockchain, c'est une technologie qui est intéressante dans le sens où, en anglais, on appelle ça un shared ledger. C'est-à-dire, c'est en gros un cahier partagé ou une base de données partagée. C'est pas mal utilisé par les crypto-monnaies parce qu'en fait, l'avantage, c'est que dès la création, toute émission de nouvelles crypto-monnaies ou tout transfert est validé. Donc, moi, je trouve que c'est une technologie qui, dans son principe, est totalement intéressante dans la supply chain parce qu'il y a énormément d'acteurs et en fait, toutes les informations qui passent d'un acteur à un acteur, si elles passent dans la blockchain, elles seront validées. La problématique de la blockchain, c'est que en général, elle est publique. Donc, comment est-ce qu'on valide les accès? Voilà. Je pense qu'il y a vraiment... je suis pas un expert de la blockchain, mais je comprends son fonctionnement et je vois qu'il y a un vrai intérêt fonctionnel dans la supply chain. Donc après, il y a aussi d'autres méthodes qui permettent peut-être de faire ces fameux dossiers partagés. Je sais pas, mais très fortement, à mon avis, en dehors de la crypto-monnaie, la supply chain, c'est vraiment un domaine d'application de la crypto-monnaie, de la blockchain. Donc c'est à regarder, mais voilà, il y a diverses initiatives qui sont menées, notamment une par IBM, je crois, dont certaines d'ailleurs administrations douanières font partie. Donc il faut regarder ça d'un œil attentif. Je suis pas sûr qu'à ce jour ce soit encore mature, mais ça pourrait être une vraie justement avancée dans le domaine. On parlait justement de numérisation des documents. Si demain les informations, on n'a plus besoin de les recevoir, si la facture, on ne la reçoit pas en PDF et que finalement on va la récupérer directement dans la blockchain parce que comme la déclaration en douane, c'est plus une facture, c'est un jeu de données. Une facture n'est rien d'autre qu'une représentation physique en image d'un jeu de données. C'est des données dans une facture. C'est l'idée c'est la première marche. Ça. Le Delta IE, c'est la première marche du développement d'une déclaration en douane sous format blockchain. Donc là, c'est vrai que la grosse force de la blockchain, c'est la mise à disposition centralisée et globale des informations et surtout leur inaltérabilité. Oui, c'est un tiers de confiance numérique, quoi. Exactement, c'est ça. C'est l'outil, la blockchain, c'est la technologie qui fait office de tiers de confiance et qui remplace l'autorité. Il n'y a pas de... Personne n'a la main sur l'ensemble des données. Et je pense que pour cette raison-là, ça va être compliqué à mettre en place entre l'administration et les différents acteurs, parce que l'administration veut continuer, à mon avis, à avoir un maximum la main sur les échanges. Et peut-être que les administrations vont mettre en place des technologies similaires à la blockchain où elles agiront en tiers de confiance. Ça pourrait être quelque chose. Mais dans ce cas-là, il faudrait peut-être que ce soit des organisations comme l'OMD ou l'OMC, parce qu'évidemment, c'est pas la donne française ou la donne d'un pays qui va permettre de mettre en place un système pour répondre à une problématique qui est mondiale, en fait. Tout à l'heure, on a dit, je ne sais plus qui a dit ça, mais je trouve que c'est très intéressant. La douane, c'est pas simplement l'affaire des RDE. Je pense que c'est aussi l'affaire de tous, quoi. C'est vraiment un levier stratégique et quelque chose qui doit être pris en compte
À tous les niveaux d'entreprise et jusqu'au plus haut niveau, parce que effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est quand on parle de réglementation, il peut y avoir du pénal, il peut y avoir des amendes, il peut y avoir des choses extrêmement du fiscal aussi. du fiscal. Voilà, tout à fait. Et donc, la notion de sourcing est essentielle puisqu'elle s'inscrit dans la stratégie d'une entreprise chez un chargeur et elle a évidemment un impact douanier immédiat. La question de savoir où j'achète pour pouvoir optimiser l'impact fiscal à l'importation et dans quelle mesure je peux acheter, jusqu'où je peux acheter, pour pouvoir optimiser aussi, in fine, le prix de vente de la marchandise, ça fait partie d'une réflexion stratégique dans une entreprise qui peut orienter effectivement son sourcing sur la base d'une réglementation douanière au regard d'un accord de libre-échange en particulier. Ouais. Et curieusement, on relègue ça souvent vers les experts qui sont vraiment les spécialistes et on dit bon la douane on va confier ça à notre RDE ou à d'autres. Oui, bon avec tout ce qu'on a maintenant dans les outils, donc effectivement c'est une assurance, mais je rejoins Guillaume, toutes ces études elles doivent être faites aussi en amont et donc au cœur du métier on a les acheteurs, ils doivent être aussi sensibilisés à toute cette évolution réglementaire puisque c'est eux qui vont chercher les produits et ensuite on a les PDG qui regardent le côté financier. Oui, bien sûr. Et donc effectivement toute cette réglementation, comme le disait, accord de libre-échange, etc., qui sont pas tout à fait utilisés comme il le faudrait, c'est ce qu'ils nous ont dit un petit peu dernièrement au colloque à Biarritz, et qui doivent être utilisés justement pour pouvoir bénéficier d'un autre sourcing. Et donc ça demande aussi une autre gymnastique entre guillemets, un petit mot. Mais ça évolue quand même, on a l'impression qu'il y a de... Oui, il y a de l'évolution, il y a une prise de conscience aussi. Comme je dis toujours, le mot douane, il est petit, mais alors derrière, il sous-entend plein de choses. Et il est important de se retirer des habitudes. Aujourd'hui, il y a des évolutions réglementaires, il y a des possibilités d'accords de libre-échange et de plus en plus qui nous permettent donc de pouvoir bénéficier d'une exonération totale ou partielle des droits de douane. Mais pas que. Derrière cela, ça veut dire aussi qu'il y a un respect des réglementations liées à ces accords que nous sommes censés connaître, les RDE, et également les acheteurs qui vont chercher les produits. Voilà. C'est de la stratégie, effectivement, de détermination pour pouvoir garantir l'acquisition de l'origine préférentielle, suite à transformation notamment. Et c'est une réflexion, effectivement, que le RDE aussi peut mener, bien évidemment, c'est son devoir de conseil qu'il doit réaliser vis-à-vis de ses clients et orienter et informer ses clients. Ça fait partie, effectivement, du rôle, de la valeur ajoutée, en tout cas, du RDE, qui n'est jamais un simple exécutant. Donc nous aussi, on met des formations en place là-dessus pour pouvoir essayer d'aider à comprendre une réglementation qui est assez pointue et justement ces fameuses règles d'origine liées à ces accords. Donc chez Custom, on commence aussi à mettre tous ces supports de formation pour pouvoir aider et conseiller au mieux sur cette réglementation qui est assez pointue. Parfait. Écoutez, je crois qu'on a à peu près abordé les principaux points qu'on avait prévu d'aborder. S'il fallait nous résumer, je dirais que Okiduty, d'après ce que j'ai entendu ce matin, c'est un gain de temps, c'est des erreurs qu'on peut éviter, et puis c'est aussi tout cet aspect réglementaire avec les risques que ça peut comporter en matière effectivement d'amende ou de responsabilité juridique. Écoutez, en tous les cas, bravo pour cette présentation. Vous pouvez nous rappeler comment on peut contacter Okiduty? Donc c'est sur Internet, c'est accessible. Okiduty.fr, donc OKIDUTY.fr. Il y a un bouton créer un compte et une fois que vous aurez créé votre compte, vous pouvez commencer à chatter avec nous directement. Donc en moins d'1 minute, vous pourrez chatter avec nous. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous quatre et merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle émission sur Supply Chain Village.